ici pour vous dire quelques mots d'introduction. Pasolini m'envoie pour vous rappeler que lui, avant tout, quand il écrit, il ne peut que se servir des expériences qu'il a déjà faites. Non de celles qu'il est en train de faire ou qu'il fera. Il espère, à vrai dire, que son passé n'est pas tout à fait révolu. Et qu'il pourra le servir. Et par-dessus tout, il s'excuse auprès de ceux qui, ici présents dans ce théâtre, connaissent si bien les opportunités du futur. Seules les personnes saines et sans douleur peuvent vivre tournées vers le futur. Les autres, malades et pleines de douleur, sont là, au milieu du chemin, sans certitude. Sans conviction. Et toujours au moins en partie, victimes du conformisme et des dogmes d'une histoire encore plus vieille contre laquelle ils se sont tant battus. Si, par la suite, ils participent aux nouvelles luttes. Ils le font 100 fois, Sans optimisme. et avec des drapeaux qui pendent. Comme des haillons. C'est ainsi, du moins, en cette nuit de 1967. Voilà. 1967. La nuit. Je suis Stella, ta sœur, Stella. Ma sœur? Qu'est-ce qui t'arrive? Au secours, au secours! Qu'est-ce qui m'arrive? Sortez-moi d'ici, sortez-moi! Que dis-tu, Rosaura? Où veux-tu aller? Pourquoi veux-tu t'en aller? Au secours, au secours! Je ne t'ai jamais vu. Qui es-tu? Va-t'en d'ici, va-t'en, je ne t'ai jamais vu. Tu me fais peur. Tu es un fantôme. Je n'ai jamais vu ses yeux, ses cheveux, cette bouche, ce visage qui me colle dessus. Va-t'en, ne m'embrasse pas, ne me touche pas. Au secours, au secours! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Cette nuit? Mon Dieu. Mais hier, je n'étais pas ici, moi. Je n'y ai jamais été. Je ne reconnais rien de ce qui est ici. Hier soir, tu étais ici, dans cette maison, avec moi, avec ton père, avec ta mère. Mon père? Ma mère? Je n'en sais rien, moi, rien. Je suis étrangère à tout ce qui est ici. Je veux m'en aller loin. Je veux m'en aller là d'où je suis vraiment. Ça suffit, Rosaura. Tu as toujours été saine d'esprit, maîtresse de toi-même. Une fille comme moi, comme les autres. Finissons-en avec cette histoire. Comment t'appelles-tu? Je te l'ai dit, Stella. Rosaura, arrête cette plaisanterie. Comme tu es belle. Quelle peau délicate et pourtant ferme. Comme elle est élégante, la vague négligée de cheveux qui te tombe juste sur l'œil. Et cette robe blanche, en soie, qui couvre un corps qui n'a sûrement jamais rien connu de moins précieux. Et le lit aussi, le lit. On dirait une nacelle d'or, amarrée à la rade d'un monastère. Oui, nous sommes riches, Rosaura. Notre père possède tant de terres autour de Madrid qu'il pourrait construire une autre Madrid. Et chaque jour qui passe, les terrains à bâtir prennent de la valeur. Le temps, on travaille pour nous. Et pourquoi alors je ne reconnais pas le lin de ces draps, le brocart de ces couvertures? Ou si je les reconnais, c'est comme si je les avais seulement imaginés. Ce n'est pas vrai. Maintenant, il faut en finir avec ce délire. Ça fait 20 ans que tu dors dans ce lit. Ces rideaux aux fenêtres, miraculeux. Des rideaux pareils, vous pouvez en avoir qu'en rêve. Je leur suis étrangère. Leur prix n'est pas dans mes souvenirs, ni dans mes habitudes, ni même et de loin dans mes possibilités. Et ce tapis, et ce parquet, tout ceci ne m'appartient pas, parce que je ne connais ni la richesse, ni rien de ce qui est lié à la richesse.
Rosaura, essaie de m'aider maintenant. Quelque chose a vacillé dans ta raison et commence hélas aussi à vaciller dans la mienne. Notre duo est absurde. Cette nuit, de quoi tu as rêvé? Je n'ai rêvé de rien, c'est ça qui est un rêve. Étant donné que moi je sais que ce n'est pas un rêve, puisque je suis ta sœur et que j'ai vécu ta réalité avec toi, il faut que tu essaies au moins de poser par l'absurde que ceci n'est pas un rêve. Faisons comme si c'était un jeu. Quel jeu? Faisons comme si tu ne reconnaissais vraiment pas celui où tu t'es réveillé ce matin, ni moi, ta sœur, ni cette maison qu'on appelle la famille pour rire, le palais d'hiver, ni le reste. Et ensuite, toi, tu fais donc comme si tu faisais semblant de ne rien savoir du monde où tu t'es réveillé ce matin, et moi, je ferais comme si je devais t'expliquer comment sont les choses. et dans quel but tout cela? Parce que personne ne viendra jamais te libérer. Même si tu criais au secours jusqu'à demain. Et jusqu'à en perdre le souffle. Et moi, je ne pourrais pas ne pas être ta sœur, même si tu le niais jusqu'à la mort. Pareil pour ces meubles, cette maison, notre père, notre mère, notre frère Pablito qui joue dans les jardins du palais d'été. Et alors ainsi tu resterais étrangère, à hurler toute ta vie. Voilà pourquoi tu dois écouter comme un jeu toutes les explications que je te donnerai sur cette vie. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien apprendre. Je veux seulement m'en aller là d'où je suis vraiment. Psst, il y a un anneau sur la commode. Un anneau d'or ancien, Que notre mère Doña Lupe a hérité de sa mère Doña Rosaura. comme toi, qui à son tour l'a hérité de sa mère, Doña Agostina Iniguez de Aguado. Et de mère en mère, Des Donia à un Donia. Nous pourrions au moins remonter au temps de Velasquez. En fait, tu peux voir des exemplaires conformes de cet anneau au Prado, dans le tableau Les Bénignes par exemple. Voilà, expliquer la couleur Entre le rouge, le violet et le rose. de la pierre enchâssée dans un petit chaton oblong et asymétrique. Comme les jupes des reines de ce siècle-là. La première chose que tu as toujours faite chaque matin, c'est de passer cet anneau à ton doigt. Passe-le. Doña Lupe! Doña Astrea! Doña Lupe! Doña Astrea! Comment va notre Rosaura? Oh, elle est complètement rétablie maintenant, elle s'est réadaptée à sa vie. Ça a dû être un mois difficile pour votre famille ce mois-ci, et pour tous ceux qui vous aiment aussi. C'est tout à fait ça, Doña Astrea. Mais 15 jours dans notre maison de Cogoyudo et 15 autres jours dans le palais d'été dans les jardins de Horace Veras ont suffi à Rosaura pour redevenir celle d'avant, dans son monde. Pas vraiment le sien. Je t'en prie, ne retourne pas le couteau dans les vieilles plaies. Nous sommes des amis, des vieilles amies Loupé. Nous avons grandi ensemble dans la vieille Espagne d'avant la guerre civile. Tout enfant, nous avons échappé ensemble à la mort. Nous avons ensemble espéré une victoire qui a fini par arriver. Et dans le temps de cette victoire, ensemble, nous avons construit une vie victorieuse. Alors pourquoi ces pudeurs entre nous? Ce n'est pas par pudeur, Astrea. Il y a des souvenirs que je préfère ne pas avoir. Comme tu veux, Loupé. Mais sache que tu as tort. Nous sommes des bonnes catholiques, donc nous avons le réconfort de la confession. Mais outre le fait d'être catholiques, nous sommes aussi des nobles. Et en tant que nobles, nous savons qu'il existe une autre façon d'absurde, une thérapie à laquelle suffisent la mémoire et la conscience. Ne recommençons pas avec ton juif. Je ne veux pas écouter. Parce que ton juif, à toi, il n'était pas absous et reçu par la Société arienne d'Espagne, peut-être? Cela n'empêche que Himmler aurait pu le faire crever comme tous les autres et qu'il aurait bien fait. Ça, ce sont des discours qu'on peut tenir là où il n'y a pas d'opposition, cher Loupé. Mais es-tu certaine qu'ici en Espagne, il n'y a pas d'opposition? On ne peut même plus être raciste comme autrefois. Le problème de Rosaura est un problème que tu dois regarder en face, parce que c'est ton passé tout entier. Et sans ordre dans le passé, cher Loupé, il n'y a pas de tranquillité dans l'avenir. Nous avons toujours vécu dans le climat de la victoire, nous. Mais réfléchis à la mort de notre guide à tous, le Caudillo Franco. Ce climat de victoire continuera pour nous. Mais il sera nouveau. Et nous devrons alors rester à la traîne. Maman! Ma petite fille, Je suis tout en sueur. d'où venez-vous? Dites bonjour à Doña Astrea. Bonjour Doña Estrella. Bonjour, Doña Astrea. Bonjour les enfants. D'où venez-vous avec tant d'enthousiasme? Du Prado. Nos yeux sont pleins
monsieur à côté. Que veut-il? Il dit qu'il veut vous parler. Comment, comme ça, sans s'être annoncé auparavant? Dois-je le renvoyer? A-t-il dit comment il s'appelait? Sigismond. Sigismond? Qui est-ce, maman? Qui est-ce? Taisez-vous, vous! Qu'est-ce que je fais, Astrea? Quand on parle du loup, fais-le entrer. On ne met pas les fantômes à la porte. Faites-le entrer. Bien, madame. Oui, madame. Mais qui est ce Sigismond? Ce monsieur Sigismond, un ami de votre père. Salut. Bonsoir mesdames, bonsoir Donia Loupé. Bonsoir Donia Astrea. Puis-je vous présenter mes filles, Sigismond? Voici Rosaura, l'aînée, et voici Stella, la seconde. Pablito le petit est encore à la campagne chez sa grand-mère. Je suis très heureux de vous voir, chère Stella, chère Rosaura. De Stella, on peut dire que c'est Basile en personne, sous la forme d'un ange, naturellement. Le visage de Rosaura, par contre, est un vrai mystère. Vous venez de très loin, Sigismond. Je sais que depuis longtemps vous n'êtes pas revenu en Espagne. Oui, les poulets m'ont laissé passer cette fois. Qui sait? Qui sait pourquoi? Les poulets. Ah, les enfants. Sachez, les enfants, que bien que j'utilise le mot poulet, je suis noble moi aussi, même si c'est avec une part de sang juif. De toute façon, catholique de religion ou bourgeois de culture, j'ai tous mes papiers en règle et pas grand-chose de différent. Vous avez fait bon voyage? Cher Donia Loupé, mon air vaguement menaçant pour le moins dangereux est dû simplement à l'émotion, au devoir de la cacher. D'où ce discours amer et spirituel vaguement bréchien ou surréaliste. Mon amitié avec Buñuel remonte au temps du surréalisme. Donia Loupé, vous avez un œuf à la place d'un œil. Et les mains de Donia Astrea sont des rameaux de citronnier. Vos filles portent sur le sang l'une, le poète Machado dessiné, avec des moustaches il n'a jamais eu. Et l'autre, l'écrivain Unamuno, sans moustache et avec des yeux d'orange. J'ai passé mes derniers mois d'exil au numéro 82 de la Via Garibaldi, une rue de Rome derrière le Monte Sisto, avec des vieux pavés, une vieille odeur des tables, les casernes rouges des carabiniers, et les maisons basses, à 2 ou 3 étages, sur lesquelles les murs délabrés se souviennent du passé. Un passé qui restait à moisir dans un rêve de poussière et d'obscures pailles séchées. Et où irez-vous maintenant, Sigismond? J'étais seul dans l'avion, et ainsi en regardant sous moi cette bande assez jaune qu'est l'Espagne, j'ai pu pleurer librement. Les parcelles de terre jaune, et les rectangles jaune pâle, et les parcelles de terre carrée, marron ou vert sombre, mais d'un vert de bronze et vide, se succédaient à l'infini, sans changer. D'une région à l'autre, de longues routes brunes zébraient les chines de nos montagnes, chacune en forme de bulle. Mauves étaient ces petits villages et ces petites villes, et je pleurais ainsi, comme un poète le long des rives du Douro, et mon âme pendait comme une chemise dont les pans sortent des pantalons. Et qu'est-ce qui vous rendait si triste? Quel âge me donnes-tu, petite Rosaura? Environ l'âge de mon père et de ma mère, bien que vous paraissiez plus jeune. Merci. Moi, toutes ces années, je les ai vécues comme une farce. Une farce? Je devais vivre à Madrid, mais je me suis barré. J'ai vécu un peu ici, un peu là, en bourlingueur. Je devais gagner un combat une fois, et au lieu de cela, hop là! Je l'ai perdu. Je devais avoir toute une série d'amours espagnols à la place. Grâce à d'habiles stratégies, j'en ai eu d'anglaises, italiennes et américaines. Vous ne nous avez pas encore dit où vous allez vous établir. Je choisirai un endroit purement symbolique. Je ne m'occuperai ni du climat, ni du confort, et encore moins de la mondanité. Je m'établirai dans un village ou dans une ville, choisie selon une anecdote qui me semblera purement symbolique. Par exemple, le village où Machado a écrit son plus beau poème, ou bien encore celui où est née la mère de Juan Ramón Jiménez, ou bien encore celui où Picasso, pour la première fois, a fait l'amour avec une fille. Comme à 50 ans pourrais-je arrêter la farce? Je continuerai à courir sur une voie parallèle à celle où aurait dû se dérouler ma vie. Ce fut et ce sera une belle vie que la vôtre, avec tous ces voyages, toutes ces belles amitiés, et tant de légèreté. Et qu'est-ce que tu en sais, toi, de tout ça? Laissez-la parler! Donia Loupé. Elle est si jeune avec ce visage désespéré de renard. Tu vois, Rosaura, celui qui gagne est un idiot, mais en même temps toujours perdre, c'est un sacré malheur.
une fois, qui ne sera pas la dernière. je me présente ici pour vous donner des explications de la part de Pasolini. Donnez des explications et présentez des excuses. La scène que vous allez voir maintenant sera construite selon les vieilles règles de la scénographie traditionnelle. Ce qui a poussé l'auteur à imaginer cet épisode comme s'il se déroulait à la période du tableau des Ménines de Velázquez est une inspiration de source mystérieuse qui ne comporte aucune nostalgie pour le jeu théâtre. Mais utilise le vieux théâtre, mélangé à la peinture. Comme un élément expressif au sens incertain. L'auteur vous prie donc, pendant quelques minutes, de vous sentir un spectateur du vieux théâtre, conçu comme rite social. Et de jouir de ce qui a été fait pour votre jouissance. La précision pathétique de la reconstitution. La beauté des couleurs. Par ailleurs, dû à Velázquez, le prof de théâtre n'a été qu'un médiateur enthousiaste. La grâce un peu épaisse des objets. Trouvé dans la réserve de reprographie, La sueur pour poser des lumières. les matières choisies avec un amour juste et vrai. Le tout mis au point, élaboré pour votre service. L'amour, tel qu'on le conçoit chez nous, roi bourgeois, n'est pas pensable sans un sens social. Et nous, épouses du roi bourgeois, nous ne pouvons que le confirmer. En Espagne, l'ordre règne. Est-il possible de penser une autre forme d'amour? Rosaura, ton père est roi, mais il est roi comme un pauvre est un pauvre ou une bête. Reconnais ta vie dans celle des autres, Rosaura, et tu verras qu'elle sera vraie. Vis les amours que vivent les autres, et tu verras qu'elles ne se distingueront pas de la vie. Courage, Rosaura. Ne m'oblige pas à continuer ce chant amébé, pénible et académique. Avoue à ton père que tu es tombée amoureuse de Sigismond. Ceci est un rêve. Tu ne vois pas comme tu as tiffé. Le corsage long et étroit, d'un gris parcheminé comme par de la cire sacrée. Et la jupe, avec ses deux bosses sur les côtés, immensément oblongue. Dans sa sévère exagération baroque. Et qu'est-ce que tu as à l'encolure au poignet de ces longues manches bouffantes? Des fleurs, d'un rose qu'on n'obtiendrait jamais en fanant aucun rouge, ni en enflammant dans sa mémoire la couleur d'une baie sûre, groseille ou cornouille. Un rose qui est le fantôme en papier du violet, devenu orange d'abord et plongé dans l'aurore ensuite. Son grain est celui d'un vieux suc, d'une nuit séchée, poncée, et comme vu à travers une plaque qui protège les squelettes rosâtres. Nous sommes tout ce que l'on peut être. Tu n'as pas d'autre interlocuteur, petite Rosaura. Ce n'est que si tu avoues ton rêve que nous pourrons te convaincre de ta trahison. Si c'est un rêve, il ne sert finalement à rien d'autre qu'à rendre la réalité plus réelle. C'est dans le rêve que nous te demandons ton aveu. Ce n'est que si tu avoues l'inavouable que nous pourrons te convaincre de ta trahison. C'est la vieille règle du monde où tu es né, la naissance. Quelle extraordinaire source de droit. Et de connaissance. Tourne-toi et regarde le grand espace derrière toi, la grande salle du prince. Que d'air au-dessus de ta tête, un air gris de poussière royale. Ne vois-tu pas comme la lumière du soleil qui pénètre avec discrétion dans l'embrasure, Qu'un gentilhomme obstrue de sa silhouette muette. et transformée par la richesse de la maison où elle se répand comme à midi? Les 1000 choses palpitantes du palais où se réalise la richesse au quotidien nous ont tous repoussés ici. Dans cette grande salle au parquet rustique, en un événement fortuit. Regarde encore quel absolu nous dispose ici dans cet espace. C'est la richesse qui accomplit ces miracles. Interroge la petite Doña Maria Agostina Sarmiento, qui te tend une burette de ce rose sacré, comme un fantôme de langouste où le rouge régule sa propre disparition. Interroge la petite Doña Isabelle de Velasco, qui se tient dans son coin, la bouche un peu ouverte, exprimée par les bleus de l'aurore. Interroge la naine au visage aplati, Maria Barbota, et le nain, Nicolasito Pertusato. Qui sont finalement les vrais protagonistes de tout cet événement fortuit et qui, parce que monstres, bien que délicats dans la lumière, manifestent en surface la monstruosité cachée et embellie au fond.
Interroge les guardadamas, dame Marcel de Ulloa. Interroge le maréchal du palais, parent du peintre José María Velázquez. Et Diego Rodriguez Velázquez lui-même. Oui, interroge l'auteur, lui aussi impliqué dans le monde de notre richesse. Quand bien même il regarde le tableau de l'extérieur, il en est. Tous ces gens-là pourront témoigner pour nous. Donc, tu ne veux pas avouer. Nous ne pourrons pas te convaincre, donc, que M. Sigismond, que tu aimes, ne peut être aimé par toi, parce qu'aucun sens social ne pourra jamais inclure cet amour. Sigismond, en fait, est un antifasciste qui a vécu en exil, fiché, en résidence surveillée, un être contaminé par la pauvreté qu'il défend en trahissant la richesse. Et, comme le dit ta mère en parlant des Juifs, l'autorité de l'État ferait bien de le coller au mur. Gentil, gentil, on se calme, mademoiselle Rosaura. Pourquoi devrais-je me calmer? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ne criez pas comme ça, ne pleurez pas, mademoiselle Rosaura. Pourquoi ne pas essayer de prier? Où suis-je? Vous le savez bien où vous êtes. Non, je ne le sais pas, je ne le comprends pas. C'est un couvent, c'est une maison de santé, c'est un asile, c'est une prison. Vous faites toujours semblant de ne pas savoir, mademoiselle Rosaura. Mais le Seigneur, même ce que vous ne voulez pas, il le lit, lui, au fond de votre cœur. Ah! Au secours, au secours! Je veux sortir d'ici, au secours, au secours! Je ne veux pas prier. Prier me fait horreur. Ah! Au secours! Par pitié. Je n'en veux rien savoir. De Dieu, je n'en veux rien savoir. Laissez-moi libre de me passer de lui. Au secours, au secours! Calmez-vous, mademoiselle Rosaura. Il faut la ligoter. Rendez-moi mon corps. C'est à moi, c'est à moi. Ce n'est pas une chose que vous pouvez mettre où vous voulez. Mon corps est sacré. C'est avec lui que je vis. C'est justement parce que vous avez un corps, ma pauvre Rosaura, que vous pouvez être notre bouc émissaire. Allons, relevez-vous. Arrêtez de pleurer. Je vous offre votre liberté. Je vous ouvre les portes de la prison, ou du couvent, ou de la maison de santé. Servez-vous du mot que vous voulez. Retournez dans le monde. Rosaura, comment es-tu arrivée jusqu'ici? Un miracle m'a délivré du lieu où j'étais enfermée. Et je me suis mise en route. Les connais ces miracles. Qui peut délivrer de la tour? Personne d'autre que le père Basilio. Et le pas des tueurs est si léger que la victime à qui on veut faire croire qu'elle est libre ne l'entend pas. Ainsi, elle ne peut pas se retourner et voir derrière elle le jeune blond ou le jeune brun. Appelons-les Léogos et Mélainos, le lumineux et l'obscur, qui au nom d'un insondable sentiment ont décidé que leur honneur était dans la loyauté et leur virilité dans l'obéissance, et ont conclu un pacte à égalité avec le patron. Non, ce ne sont pas des tueurs qui m'ont libérée, mais Velázquez, un rebelle vaincu comme tu es toi. Comme tu es devenu adulte et dur, comme ta petite frimousse de lune exprime certitude et amertume. J'ai appris quelque chose dans Sigismond. En brisant les chaînes de ta naissance, L'essence, dites réveil, d'un rêve dont je ne me rappelle pas. je le sais, c'est comme ça que ton mal a commencé. Mais pourquoi me parlez-vous d'une voix si douloureuse? Y avez-vous perdu toute votre légèreté? Dans tes mots, au début, il y avait des expressions d'admiration presque filiales. Ensuite, petit à petit, sont devenus de véritables mots d'amour. C'est comme ça, Sigismond. Pourtant, tu ne peux pas m'aimer, Rosaura, et je ne peux pas t'aimer non plus. Pourquoi? Ne dis pas ce pourquoi avec tant de courage. Dis-moi plutôt comment tu m'aimes. Je ne sais pas, puisque c'est la première fois que j'aime. Pourtant, il faut que je le sache. C'est mon corps ou mon âme que tu aimes de moi. Tout dans Sigismond. Donc tu voudrais te marier avec moi? Oui. Et avoir des enfants? Oui. Mais est-ce que tu sais comment cela arrive, Rosaura? Ma mère et ma sœur soutenaient que les enfants naissaient sous une plante. Ma mère disait une rose, ma sœur un chou. Mais moi, je n'y croyais pas. Non, je sais qu'ils naissent par le corps de la mère. Maintenant
Maintenant, dis-moi, Rosaura, tu soutiens qu'outre mon âme, tu aimes mon corps. Est-ce que tu sais que le corps de l'homme est différent de celui du tien? De celui d'une femme? Bien sûr que je le sais. Et c'est pour cela que je veux faire l'amour. Tu m'aimes donc aussi pour cette partie de moi, de mon corps, qui sert à faire l'amour. Oui, je crois vous aimer aussi pour cela. Et je sais, Sigismond, comment cela est fait. J'ai vu Pablito nu quand il était enfant. Mais je sais qu'ensuite, quand l'homme devient grand, ses membres croît et s'ouvrent, s'effeuillant comme une rose ou une pomme de pin. Maintenant, dis-moi, Rosaura. Faut que tu te prépares à une nouvelle qui te donnera à la fois une grande douleur et une grande joie, te laissant probablement sans voix et comme précipité dans le noir. Tu jamais entendu dire qu'il y avait une guerre civile en Espagne, à l'époque où tu devais encore émerger des ténèbres à cette vie? Bien sûr que je le sais. Et alors? Moi, dans cette guerre, j'étais avec les pauvres contre les riches, avec les ouvriers et les paysans contre les prêtres et les bourgeois. Cela a très mal tourné. Je le sais, Sigismond, et c'est aussi cela que j'aime en vous. À l'époque, j'étais un peu plus qu'un enfant, comme aujourd'hui Pablito. Et ta mère avait mon âge. Nous allions à la même école, et nous étions fiancés. Oui. Mais notre amour était vrai, nous nous aimions, et en plus nous avions les mêmes idées politiques alors. Nous étions deux fiers républicains. Nous aimions les anarchistes et les communistes comme des frères. Puis tout s'est terminé avec notre défaite. J'aurais pu retourner à Madrid, revoir ma fiancée, pardonner, reprendre mes études, c'est-à-dire rentrer dans la vraie vie. Comme tu sais, je ne l'ai pas fait. Je n'ai plus revu ta mère, enfant. Et les années ont passé. Est-ce que ce que je te raconte est un rêve? Mu par une terrible nostalgie, je suis revenu, clandestin en Espagne. Qui ai-je alors cherché tout de suite? Dans les rues de la vieille Madrid, où j'errais seul comme un bouc émissaire échappé au bourreau. Qui sinon ta mère? Et qui ai-je retrouvé ensuite à la place de ta mère? Une femme inconnue, pour qui 15 ans de plus était un siècle d'ordre et d'ennui. Doña Lupe, une vraie noble espagnole, sans principe et sans but, encombrée d'ancêtres et plantée au centre de la vie. Voilà pourquoi tu as pu l'entendre affirmer. Himler a bien fait d'exterminer 6 millions de juifs et autres gens pareils indignes de vivre. En la retrouvant ainsi, je l'ai violée. Oui, cette chose que tu imagines en forme de sublime pomme de pin ou de rose magnifique, avec laquelle le mari féconde l'épouse d'enfants bénis. Je l'ai imposée à ta mère, par haine et par vengeance, au nom d'un amour qui ne voulait plus se nommer ainsi. Mais cela n'a pas empêché qu'une créature ne naisse. Je t'avais averti que cette histoire romanesque allait te laisser comme perdu dans le noir. C'est un moins il faut le croire, car la douleur allait étouffer la joie et la joie la douleur. Tu es cette créature, et tu es ma fille. Oui, cette chose que tu imagines en forme de... Tu vois, il n'y a plus rien à dire. Tu es libre de ne plus m'aimer. Du moins, c'est ce que tu devrais faire, je pense. Bien même de m'aimer encore. Je voudrais vous aimer encore. As-tu jamais lu à l'école cette pièce de Calderon qui s'appelle « La vie est un songe » ? J'en ai seulement entendu parler. Il y avait un roi, un prophète, qui avait lu dans le futur que son fils le tuerait, Sigismond. Comme moi. Le hasard, tu vois. Le fit alors enfermer dans une tour, le tenant ainsi éloigné de la vie comme un monstre. Mais un jour, le roi se repentit. Il voulut faire une prophétie pour faire vérifier ses expériences. Il fit alors libérer son fils, après l'avoir fait endormir profondément avec de légendaires narcotiques. Il le fit se réveiller au palais royal, dans un lit extraordinaire tout de lin et de brocart. Pour Sigismond, cela était un rêve, évidemment. Dans le rêve, cependant, il vit une femme dont il tomba amoureux. Le rêve devait avoir une fin. De fait, Sigismond, endormi, fut alors à nouveau enfermé dans sa tour. Le rêve devait avoir une fin, mais non, c'est terminé. Dans le rêve, cependant, un nouveau rêve, un sentiment persistait.
sur ton lit. Ça, c'est mon lit? C'est ton lit, tu ne le reconnais pas? Non. Je ne l'avais jamais vu avant maintenant. Ne fais pas ta folle, Rosaura. Et toi? Tu es qui? Rosaura, je suis Carmen, ta sœur Carmen. Ma sœur? Qu'est-ce qui te prend? Au secours! Au secours! Par pitié, au secours! Mais qu'est-ce qui me prend? Mais sortez-moi d'ici, sortez-moi! Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Rosaura? Où veux-tu t'en aller et pourquoi tu veux t'en aller? Au secours! Au secours! Je ne t'ai jamais vu? Qui es-tu? Va-t'en d'ici, va-t'en! Je ne t'ai jamais vu, moi! Tu es un fantôme. Tu me fais peur. Je n'ai jamais vu ses yeux, cette bouche, ses cheveux, ce visage qui me colle dessus. Va-t'en, ne m'embrasse pas, ne me touche pas! Au secours, au secours! Oh, ma belle. Mais de quoi t'es arrivée cette nuit? Cette nuit? Mon Dieu. Mais hier, je n'étais pas ici, moi. Je n'y ai jamais été. Je ne reconnais rien de ce qui est ici. Mais hier soir, tu étais ici, espèce de folle. Avec moi. Et avec notre père. Et notre mère. Notre père? Notre mère? Je ne les ai jamais vus. Ce sont toujours les mêmes, hein, Rosaura. Le vieux sur le haut, toujours bourré. Et la vieille Agustina, toujours en run. Je n'ai jamais entendu ces noms-là. Oh, par pitié, fais-moi partir d'ici. Fais-moi retourner là d'où je suis venue. Oui, au pays des merveilles. Où veux-tu t'en aller en dehors d'ici? Tu as été ici pendant 30 ans et maintenant, d'un seul coup, tu as tout quitté. Qui êtes-vous, vous? Bon, allez, il est 9h du matin. Il est temps que tu te réveilles et que tu reprennes contact avec la réalité. La réalité? Mais j'en sais rien, rien. Je suis étrangère à tout ça. Moi, je veux m'en aller loin. Je veux aller là où est ma place. Merde! Maintenant, j'en ai jusque là, Rosaura. Ça suffit avec cette histoire. Bon, allez. Si ça ne t'arrange pas de te réveiller, fais-le quand même, comme tu l'as toujours fait. Et ne me casse pas autant les couilles. Comment tu t'appelles? Carmen, Carmen, Carmen. Comme tu es belle. Quelle belle peau sombre et pourtant transparente. Comme ils sont élégants, ces cheveux sauvages qui te tombent juste sur tes yeux. Comme il est mignon, ce vêtement orange qui te couvre à peine. Et ce petit lit avec son petit matelas tout dur et ses vieilles couvertures grises toutes rêches de sueur et de poussière. Hé, nous sommes des sales pauvres, Rosaura. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Avant d'être plus qu'un sac à main, mon père était manœuvre. Avec la paix dans manœuvre, comment peuvent manger 10 bouches? Par chance, nos frères sont partis. Ils nous envoient pas le sou, mais au moins, ils ne sont plus là à se les faire donner par nous. Et pourquoi alors je ne reconnais pas la toile déchirée de ces draps de lit, la poussière sèche de ces couvertures, et même si je les reconnais, c'est comme si je les avais seulement imaginées. Conne et menteuse, ça fait 30 ans que tu dors dans ce camp. Tu crois que tu veux me faire devenir folle, moi aussi? Je veux pas me mettre à parler de tout ça et basta. Mais toute la pauvreté qu'il y a là-dedans n'est pas dans mes souvenirs. Elle n'est pas dans mes habitudes. Elle n'a rien à voir avec ma vie. Et tu insistes. Je sens la tête qui me tourne et j'ai envie de vomir. Si quelqu'un nous voyait, il nous amènerait à l'asile. Bon, concentre-toi. De quoi tu as rêvé cette nuit? Mais je n'ai rêvé de rien, c'est ça qui est un rêve. Ok, étant donné que moi, par contre, je sais que ce n'est pas un rêve vu que je suis ta sœur et que j'ai vécu ta vie avec toi. Tu dois bien faire l'effort, ma chère, de penser au contraire que c'est ceci qui est la réalité. Et pourquoi devrais-je le faire? Pour rien, fais-le pour ta conscience. Et comment, si ma conscience est celle de la vérité? Alors faisons un jeu, espèce de folle, ça te va? Un jeu? Oui. Faisons comme si tu ne reconnaissais vraiment pas le lit dans lequel tu t'es réveillée ce matin. Ni moi, ta sœur, ni cette maison que pour rien nous appelons le foutoir et tout le reste. Et puis? Donc, toi, tu vas faire semblant de ne rien savoir dans le monde dans lequel tu t'es réveillée et où tu vis. Et moi, je vais faire semblant de devoir t'expliquer comment vont les choses. Mais dans quel but tout cela? Parce que personne ne viendra jamais te libérer. Même si tu criais au secours jusqu'à demain. Et jusqu'à en perdre le souffle.
Et moi, je ne pourrais pas ne pas être ta sœur, même si tu le niais jusqu'à la mort. Pareil pour ces meubles, cette maison, notre père Cyrilo, notre mère Agustina, nos frères immigrés partis travailler à la mine en France et en Allemagne. Alors ainsi, tu resterais étrangère à gueuler toute ta vie. Voilà pourquoi tu dois faire semblant et écouter comme un jeu toutes les explications que je te donnerai sur cette vie. Au secours, au secours! Emmenez-moi loin d'ici! Délivrez-moi de cet endroit si misérable, plein de choses sales que je n'ai jamais vues. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien apprendre. Je veux seulement m'en aller là d'où je suis vraiment. Sous la table, il y a une cuvette. Une vieille cuvette toute cabossée, avec des traces de crasse au fond, parce qu'on n'en a jamais quand on s'en est servi. C'est notre mère qui a dû nous l'acheter quand nous étions encore enfants. C'était l'été, comme maintenant. Il faisait une chaleur à ne pas pouvoir s'appuyer sur les parois de bois et de tôle tellement elles brûlaient. La poussière, la démon, sur les terrains vagues du bidonville était bloquée. On s'en souffle d'air. Dans cette canicule est arrivé le revendeur avec sa charrette blanche en bois. Il portait un petit béret sur la tête et chantait avec un mégaphone. Il y avait des tacheuses en plastique, rouges, bleues, jaunes, vertes, accrochées à la charrette. Et moi, je m'en étais amourachée. Mais toutes les femmes étaient un peu amoureuses de lui. Du revendeur? Oui. Du vendeur ambulant, au visage sombre d'enfant tzigane qui chantait. C'est lui qui a vendu cette cuvette à notre mère. La première chose que tu fais chaque matin en attendant le client, c'est de te laver entre les jambes dans cette vieille cuvette blanche toute cabossée. Qu'est-ce que t'attends? Lave-toi. Laissez-moi, ça me demande en gros. Laissez-moi, au secours, laissez-moi. Je veux pas rentrer là-dedans, laissez-moi. Oh. Sinon, tu es puceau ou tu es pédéraste. On n'a pas envie, laissez-moi. Imbécile. Tu n'as pas envie? Tu t'es fait une branlette aujourd'hui? T'en fous pour toi. Ouvrez la porte, laissez-moi sortir, ouvrez la porte. On repasse dans une demi-heure. Bon courage. Je veux pas rester là-dedans, laissez-moi sortir, ouvrez la porte. Mais si tu continues comme ça, tu vas la démolir, la porte. Je veux pas rester là-dedans. Ouvrez-moi si on peut sortir, je vous en fais voir, moi. Dis-le leur, toi qui m'ouvres, je t'en prie, dis-le leur. Mais qui sait où ils sont allés, eux? Le quartier des baraques est grand, et dans chaque baraque, il y a une putain. Ouvre la porte, toi, ouvre-la. Mais je n'ai pas la clé de la porte. Et tu crois quoi? Que je serai libre, moi? Tu crois que si j'étais libre, je resterais ici? La porte, on peut l'ouvrir et la fermer que du dehors, si tu veux le savoir. Moi, je veux m'en aller, hein. Je veux pas rester ici avec vous. Pourquoi? Je te fais peur? Je te dégoûte, moi? Oh non, madame, non. Je veux pas rester ici avec vous, c'est tout. Même si j'étais plus jeune et plus belle? Bah, maintenant que je vous regarde, je vois que vous êtes jeune et belle aussi. Jeune. Oh, je pourrais être ta mère. Et comment je ferais pour être belle en restant ici toute la journée comme une chienne attachée à sa niche? Bon, pour moi, vous êtes jeune et belle. Mais je ne veux pas... Quel âge as-tu? 16 ans aujourd'hui. Oh, alors c'est pour ça? Oui, c'est lâche. Et quand je sortirai, je leur en ferai voir, moi. Et qu'est-ce que tu veux leur faire? Je leur écraser la tronche à ces salauds de membres normaux. Mais pourquoi tu les appelles comme ça? Tu pourrais pas me comprendre. Ne te donne pas de grands airs à présent. Tu pourrais pas me comprendre. Et pour qui tu te prends?
Sûrement pas pour quelqu'un comme eux. Ah, c'est pas bien beau d'être différent des autres. Mais si, au contraire, c'est beau. Moi, je leur ferai voir. Ils t'ont poussé ici pour te dépuceler. Tu n'es jamais allé avec une femme. Non mais moi, des femmes, j'en ai autant que je veux, hein. Et 10 fois plus qu'eux, même. C'est pour ça qu'ils ragent, qu'ils me font des blagues. 10 fois plus qu'eux? À d'autres. Voyons. Des petits yeux marrons, pas trop mal, piquants, moitié fureur, moitié douceur. Nez un peu patate, pas vraiment beau, mais de forme mignonne. De la barbe, pas même un poil, à peine un duvet sur les lèvres. Oh, les lèvres de petit poisson avec la lèvre supérieure charnue qui dépasse. Tu ne ressembles pas à un monsieur, maintenant que je te regarde mieux. Tu as le visage des pauvres, comme les jeunes gens qu'on a ici à Camp-Mulet. Sauf que tu te coiffes un peu plus sérieux. Quels beaux cheveux tu as, marron d'or. Entre les jambes, t'es comment? Et tu m'en poses des questions. Mais quelle question veux-tu que pose une putain? Tu n'es pas une putain. Tu m'aurais pas fait un compliment par hasard? Moi, des compliments, j'en fais pas, hein. Bravo! Ceux qui font des compliments n'ont pas de sentiments. Mais au moins, tu sais comment est faite une femme. Tu es bête et vulgaire, comme toutes les putains. Et forcément, pourquoi devrais-je être différente des autres? Parce que si tu ne le sais pas, même une putain a le droit d'être différente des autres putains. Comment tu t'appelles? Moi, Pablo. Pablito. Et toi? Moi, Rosaura. Rosaura la folle. Enchantée. Enchanté. Tu es riche, hein? Mes parents le sont. Oh, tes parents seulement. Eh oui, je suis pas un fils véritable. Mais malgré tout, tu es riche. Je m'en fiche comme de ma première chemise. Bah, tu n'aimes pas la richesse? Non. Mais pourtant, tu vas à l'école. Et celui qui va à l'école est riche, même s'il n'a pas le sou. Qui t'a dit cette vérité-là? Moi, je l'ai pensé, moi. Qu'est-ce que tu crois? En fait, t'as raison. J'ai décidé de mon destin. Une drop-out. Drop-out. C'est quoi ça? Je décide que je plaque l'école. Et ta famille? Celle-là aussi, je la plaque. Et tu vas où? Je sais pas. Et tu fais quoi? Je sais pas. Ah, alors c'est pour ça. Tu viens ici parce que tu as la nostalgie de ceux qui n'ont rien. Mais oui, je préfère le cimetière de Barcelone au palais du boulevard de la Phalange. Parce qu'ici, il y a la mer. Et on voit les bateaux encore à quai prêts à partir au loin. Et tout de suite, sous la grande muraille du cimetière, il y a le quartier des baraquements où vous habitez. Et nous, c'est qui? Vous êtes les exclus. Presque tous andalous. Oui. Vous avez les yeux trop noirs à un caractère de tzigane. Vous êtes trop noirs et trop pauvres. Et c'est pour ça que nous serions exclus. Exclus, éparqués. Il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'ils viennent et vous collent des uniformes. Comme dans un asile, une prison ou un camp. Tu sais même pas que t'es droit pas. Mais quelle importance ça a alors de le savoir? Aucune. C'est ce que je dis toujours à Velasquez. Qui est ce Velasquez? Ce sont mes affaires. Oh, chaque fois que tu dis ce sont mes affaires, cela signifie que tu caches quelque chose dont tu as honte. Moi, j'ai honte de rien. Alors dis-moi, qui est ce Velasquez? Tu crois que j'aurais peur? Velasquez est un ami qui aime les garçons. Ok. Maintenant je comprends pourquoi tu fais rien avec tes copines. Idiote, ignorante, vulgaire! Oh, seul Velasquez, maintenant je comprends, a le droit de lever les scellés de ton beau petit pantalon. Je te jure sur ma parole que je ne fais rien de mal avec mon ami Velasquez. Il est comme Socrate avec les garçons d'Athènes. Et maintenant, il est en prison. Comme toi. Comme moi. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Le quartier des baraquements de Calmuette et la prison de Granatoula. N'est-ce pas là la même chose? Toi et lui, vous êtes des numéros parce que votre réalité est une menace pour la société espagnole. Oui, et tu veux devenir l'un des nôtres. Un andalou, un pédéraste, une putain. Mais pour rire, mes amis me font déjà ce que les Espagnols adultes aimeraient me faire. Me mettre au pilori avec sur la poitrine un panneau d'infamie sur lequel il est écrit puceau pédéraste ou bâtard libérant ainsi leur propre conscience. Et du coup,
Ton ami Velasquez est en prison parce qu'il ne veut pas libérer sa conscience. Velasquez est en prison parce qu'il a un corps. Un corps. Oui, un corps. Comme toi, t'es là parce que t'as un corps. Sans corps, il n'y aurait ni honte, ni souffrance, ni mort. Il n'y aurait donc pas d'expiation. Nous sommes des boucs émissaires. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre sous les murs du cimetière de Barcelone? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Mais parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi, idiot! Je te l'ai dit, un jour ou l'autre, je reviendrai. Et je te montrerai si oui ou non je suis un homme. Hein? Les meilleurs de mes compagnons, ces salauds de membres normaux, comme disent Velasquez, lisaient polémique avec leur maître. Caldera, Nunamuno, Machado, ce sont les merveilleuses lectures des 16 ans. Moi, par contre, je lis les Grundrisse de Karl Marx, Marcus, Malcolm X, Obieguna, de San Francisco Oracles. Merde, arrête de te voter autant. Je me vante pas du tout. N'as-tu pas dit que t'étais en train de tomber amoureuse de moi? Mais ça, c'est moi qui le dis. Toi, tu te tais. Finalement, écoute, tout leadership est fasciste. Regarde, même Gandhi, au final, puisqu'il était président des Indes, était fasciste. Tu dis ça pour de vrai? Les membres normaux sont des membres normaux. Dans le meilleur des cas, un fascisme démocratique leur suffit. Restent les exclus. Toi, Velasquez, les Noirs, les fous, les délinquants, les Andalous. Que doivent-ils faire? En Espagne, on n'en sait rien. Mais c'est une question qui résonne aujourd'hui avec urgence dans le monde. Et tu viens me le demander à moi. Je sais seulement que nous sommes en été 1967. Mais je ne sais ni quel jour, ni quel mois. Mais si, parce que tu es exclu comme pauvre, et en plus exclu comme putain. Comme pauvre, tu es nié parmi les niais. Et comme putain, même les niais te nient. Sainte-Vierge de la Guadeloupe. Aide-moi. Tu es un homme encore mignon avec ses petits yeux marrons, sa frange dorée et son pantalon plat craqué d'amour. Pablo, Pablo. Et voici, ils arrivent. Tu dois déjà partir? Oui, il y a des films, notre conférence. Je dirais que tu l'as fait, que tu es un brave soldat, que tu en as une belle, grande. Continue, leur dis surtout rien. Mon amour, ça te fait mal au cœur de quitter. Allez, je reviendrai de temps en temps. Je dois m'en aller. Adieu. Adieu. C'est vrai que tu étais avec un garçon riche, Eh ben, d'une famille de nom de Ortega et Frias. j'ai jamais entendu ce nom-là. Mais le nom du garçon, oui, il s'appelle Pablo. Et alors? Attends, je vais être sûre. C'est un garçon avec des yeux de quelle couleur? Marron. Et les cheveux? Des petits cheveux châtains avec une frange dorée. Des petits cheveux châtains avec une frange dorée. Grand? Pas tellement. Il n'avait que 16 ans. Comment était-il habillé? Il avait un pantalon noisette, sans ceinture, les revers des poches de derrière très grands, les boutons bien attachés. Et par-dessus, un grand chandail blanc qui lui était un peu large, flottant de partout, dans un beau désordre qui donnait envie de tout remettre un peu en place. Et pourtant tu n'osais pas le toucher parce que tout allait très bien comme ça. C'est un étudiant? Bien autre chose qu'un étudiant, un professeur c'était, un vrai philosophe. Qu'est-ce que tu as ri comme une folle? On peut savoir pourquoi tu ris? Et vous avez fait l'amour? Bien sûr que nous l'avons fait. Vous l'avez fait pour de vrai? Mais qu'est-ce que tu crois, qu'il n'était pas capable? C'était un brave soldat, c'était. T'aurais dû voir comme il chevauchait. Tu n'y crois pas, crétine?
Il m'a donné sa parole d'honneur. Et tu es sûre qu'il reviendra te voir? S'il te plaît, arrête de rire. Oui, oui, je sais qu'il ne reviendra pas. Laisse-moi rire maintenant. Car quand tu sauras, ça rigolera autrement. La grande salle est vide. Ils se sont tous dispersés dans le palais. Même elle, la Basilissa. Les gamines, on les entend, jouent dans le jardin avec les guardes à Damas. Nicolas Citeaux perd du château. Le nain doit faire rire quelqu'un ailleurs. Et ainsi Marcel de Houleya. Je suis seul ici. Reflet dans le miroir. À moins que l'auteur ne soit ici avec moi. Reflet lui aussi. Bon. Je devrais bien m'interroger moi aussi. Mais Laïnos! Laïkos! Oui, Seigneur. Dites-nous ce que nous devons faire. Vous devez retourner là-bas. Où, Seigneur? Là où vous avez été la dernière fois. Camioler, vous voulez dire? Je crois que ça s'appelle comme ça, cet endroit sous les grandes murailles du cimetière de Barcelone. Dans le baraquement du vieux Cirlo, je suppose. Vous savez ce qu'il y a à faire? Certainement, Seigneur. Il est temps. Ce n'est certes pas la chronologie qui compte, mais le sens, qui si souvent n'est pas dans l'ordre. Le rite doit se répéter. Celle qui dort, je ne sais pas sur quel monde elle ouvrira les yeux cette fois. Tôt ou tard, tu le sauras. En attendant, faisons ce que nous devons faire. Ce que je me demande, c'est si la loi selon laquelle l'amour dure plus longtemps que le rêve serait encore valable. Si quelque chose de continu se perpétuera encore, de rêve en rêve. Et ce que le pouvoir qui m'est donné retirera de l'illusion d'une nouvelle vie. Allez, mon bon Mélainos, mon bon Laïkos, allez délier les lieux de l'existence, en mesure parfaitement égale, le noir et la lumière, la douleur et la joie. Allez à Calmulé. Rosaura est là, seule, dans sa baraque. Elle attend une visite. Et même moi, le roi, dans la solitude de cette grande salle, j'avais besoin de me recueillir un peu sur moi-même. Bonjour ma sœur. Bonjour mère supérieure. Bonjour. Vous ici? Rosaura, vous avez les yeux rouges. J'ai un rhume. Nous sommes en août, et les baraquements de Camulé sont protégés des vents du nord par les grandes murailles du cimetière. Il fait une chaleur comme au plus profond de l'enfer. C'est pourquoi les femmes andalouses chantent toute la journée en regardant vers la mer qui a la couleur du feu. Un marat qui venait d'Islande me l'a refilé. De mensonge en mensonge, nous serons bientôt au pôle Nord. Ou au moins en Russie. Je suis une bonne chrétienne. Maintenant que nous vous avons prise en flagrant délit de mensonge, ne faites pas votre offensé. Et ne passez pas à la contre-attaque. Nous sommes ici que pour vous aider, Rosaura. Et vous savez combien il est plus difficile d'aider que d'être aidé. Mais je vais bien comme je vais, vraiment. Et ces yeux rouges? C'est mes affaires. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Carmen est venu chez nous. Il m'a dit que l'autre jour, tu aurais... Dites-le, fais l'amour, on a honte. Nous sommes religieuses, nous avons eu des traumatismes. Et naturellement une éducation catholique. Bref, tu as fait l'amour avec un certain Pablo Ortega y Fria, étudiant au lycée Segura. Et alors? Alors oui ou non? Tu vas dire la vérité? Oui, j'ai fait l'amour avec lui. Et ses yeux rouges, c'est parce qu'il ne revient pas. Mais cela n'a rien à voir. Et tu espères que nous t'apportons des nouvelles de lui? Oui, je pleure toute la journée parce qu'il ne revient pas. Nous sommes ici pour t'apporter une nouvelle qui te donnera une grande joie et une grande douleur. Les deux choses s'annuleront l'une l'autre. Et alors, j'imagine, tu resteras muette, dans un grand embarras, pauvre Rosaura. As-tu vraiment fait l'amour avec lui? Mais bien sûr que nous l'avons fait. Pour qui le prenez-vous? C'est un homme, lui. Je sais, mais réfléchis bien, dis-nous la vérité. Non, nous n'avons pas exactement fait l'amour.
Mais s'il revenait, et que cette fois il te demandait de faire l'amour avec lui, tu le ferais. Évidemment. Et je ne lui demanderai même pas un sou. Je le ferai gratis toutes les fois qu'il le voudrait. Et même, je le paierai, moi, s'il en avait besoin. S'il devait revenir. Mais il ne reviendra pas. Toi, par contre, tu ne devrais pas faire l'amour avec lui. Et pourquoi? Notre histoire, terrible comme une fable, commence il y a 16 ans. Tu te souviens? Non, je ne me rappelle pas. Tu étais une enfant, comme on dit bêtement, quand tu as connu Sigismond Dieliro qui avait 20 ans. Et qui a fini ensuite à la Granatula. Directement après la caserne. Et maintenant, il est là, le crâne rasé. Le corps couvert de balafres et de cicatrices. Mais il n'avait encore tué personne, et n'avait pas encore essayé de se tuer quand il t'a fait faire l'enfant. Un enfant mâle, aux yeux marrons et aux petits cheveux châtains. Tu l'as à peine vu. Tu n'as même pas eu le temps de savoir comment il s'appelait. Dans les bidonvilles, dans la boue, dans la poussière, sous les toits de tôle, entre des murs faits de fonds de vieux cajots et de sacs goudronnés, naissent des créatures d'une douceur et d'une timidité d'agneau ou de colombe. Toi, me semble-t-il, justement, tu étais l'une de ces créatures. Tu as subi la violence d'un garçon sans le haïr. Tu as fait un enfant et tu l'as perdu sans protester. Tu as pleuré en silence sans déranger personne. Ensuite, peu à peu, tu as tout oublié, sans en garder de honte. Tu as cru que tu avais perdu un fils. C'est ça le destin des mères dans la misère. Ton fils a vécu dans une belle maison. Dans la plus belle rue de Barcelone. Dédiée aux martyrs de la phalange. Lui, il a vécu exactement comme vivent ceux qui vivent dans ces palais. En riche et en puissant. Aux personnes qui l'ont adopté, ta mère et ta sœur demandent des sous. Pas beaucoup. Elle n'élève pas les prétentions de leur chantage. Il faut bien l'appeler ainsi. Au-delà du chiffre modique de quelques milliers de pesetas. Mais elles ont toujours eu peur que si tu avais su, ça n'aurait pas continué. Et que de toute ton inopportunité, leur plan en soit ruiné. De cette façon, elles ont suivi pas à pas la vie de Pablo. Elles ne l'ont pas perdu de vue un seul jour. Et c'est précisément à nous qu'elles sont venues s'adresser maintenant que tu l'as connue. Et toi, qui es-tu? Mais, Rosaura, je suis Agostina, ta sœur, Agostina. Ma sœur? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Secours, au secours. Par pitié, au secours. Qu'est-ce qui m'arrive? Emmenez-moi loin d'ici, emmenez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ces discours, Rosaura? Où veux-tu aller? Pourquoi veux-tu t'en aller? Secours, secours. Je ne t'ai jamais vu. Qui es-tu? Va-t'en d'ici.
ce visage qui me colle dessus. Ne m'embrasse pas, ne me touche pas, va-t'en, au secours, au secours. Tu me fais peur, Rosaura. Dis, qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Cette nuit? Mon Dieu. Mais hier, je n'étais pas ici. Je n'ai jamais été ici. Ah! Hier soir, tu étais ici, dans cette maison, avec moi, avec ton mari, avec tes enfants. Mon mari, mes enfants, je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas. Rosaura, je t'en supplie, réveille-toi, réveille-toi. Me réveiller? Mais c'est ça qui est un rêve. Ne ferme pas les yeux maintenant. Ne t'abandonne pas comme si tu étais morte dans ces draps. Ne deviens pas sourde et muette. C'est une journée comme les autres, Rosaura. Toi, maintenant, tu t'es réveillée comme toujours, à 8 h du matin. Personne ne t'a donné des somnifères. Personne ne t'a mis délétère sur les visages. Parle, secoue-toi, rouvre les yeux, Rosaura. Ceci n'est ni un rêve ni un évanouissement. Ce n'est qu'une manœuvre naïve pour ne pas parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es réveillée, tu t'es rendormie aussitôt, et pendant ton bref réveil, tu as dit que tu ne reconnaissais rien. J'ai dit ça. Oui, et tu m'as même effrayée. Oh Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Peut-être. As-tu fait un de tes rêves habituels? Celui du faucon qui vole au-dessus de l'Espagne sur les parcelles jaunes et jaunes pâles des grands champs desséchés par l'été, striés de longues routes brunes qui vont d'un village à l'autre, chacune, dis-tu, en forme de vulve? Non. Ou bien le rêve dans lequel un petit chabrin miaule, immobile devant la mer au fond de laquelle tu es ancré, pour ensuite s'en aller le long des murailles d'un cimetière, au milieu des taudis? Non. J'en ai fait un autre. Nouveau. Mais je ne m'en souviens pas. Rappelle-toi! Je ne peux pas. Où sont les enfants? À l'école, c'est la grève des trams. L'Espagne bouge, et le grand-père les a appelés plus tôt. Le crayon de Carmen était froissé. Hein? Et le tablier de Carlos n'avait pas de pointe. Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Et je suis certaine que mon père n'a même pas regardé si leurs pieds étaient cirés. Il a l'habitude des siens qui ont les talons usés et les semelles qui baillent ce sordide. Il n'a sûrement pas regardé si Carmencita avait changé ses yeux. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Eh, je le sais, moi, ce que je veux dire. Apporte-moi 2 draps bouillis, s'il te plaît, puisque tu es levé. Et veille à ne pas salir les œufs qui sortent de la lessive. Rosaura. Et apporte-moi aussi un coussin amer et du café bien moelleux. Rosaura. Pourquoi cries-tu ainsi? Combien de fois t'ai-je apporté ton petit déjeuner quand tu restais à ne rien faire? Veille à ce que le pain soit rouge. Rosaura. Bon. Je le ferai moi-même si cela te dérange tellement de me faire ce plaisir. Le soleil est déjà haut. C'est une belle soirée. Vaudrait mieux se lever. Quelle paresse quand même. Tire-moi les tapis. Contre un peu d'obscurité, s'il te plaît. Non, ouvre directement la télévision. C'est presque l'été maintenant. Rosaura. Je devrais appeler un médecin. Pourquoi ris-tu? Mais je ne ris Au pas! lieu d'être triste, idiote, en cette chaude journée de février où ça me va si bien de papoter. Bon, aide-moi à enfiler le plateau que je me lève. Qu'est-ce que tu attends? J'affronte héroïquement cette journée et tu me fais la gueule? Seigneur Dieu, protégez-nous. Cette pauvre femme ne sait plus choisir les mots dans une langue aussi noble et aussi lumineuse qui sait si bien distinguer les caballeros des damas. Comment va ma pauvre Rosaura, docteur? Si vous voulez, elle est en train de guérir. Elle en a encore pour combien de temps? Plus ou moins jusqu'au prochain printemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, feignol! Notre patiente était un vase à moitié vide. Elle n'était pas remplie du bien bourgeois. Inadaptée. Quoi? On est à un asile ou à un séminaire d'études marxistes ici? Relisez Jacobson. Ce qui compte, c'est ce que la bourgeoisie veut éliminer. Les révolutionnaires. Donc, pour
pour se libérer de son passé récent. Culture, artisanat, plus culture des champs, plus l'église, j'imagine. La bourgeoisie a besoin contre elle-même d'enfants révolutionnaires. Oui, des enfants très sérieux, pleins du sens du devoir. Mais c'est par simple sport. Oui, le grand esprit de la bourgeoisie s'amuse. Il est resté le seul à savoir s'amuser. En risquant beaucoup apparemment. En risquant la vraie révolution. Et pourquoi, sans indiscrétion? Il y a une révolution dans les modes de production et de consommation, monsieur. Pour faire face à cette révolution, ce grand esprit ne pouvait plus se contenter de créer des opposants. Elle avait donc besoin de vrais révolutionnaires. Et quant à Rosaura? Laissez-la jouer encore un peu. Son aphasie est une excuse pour ne pas raconter ses rêves. Elle feint de ne pas distinguer le nom des choses, simplement parce que les choses étaient trop moches. Vivre au milieu d'elle, c'était comme vivre dans un camp. Eh oui, je n'aime pas assez. Et, cher docteur, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez tombé amoureux de ma pauvre Rosaura, et que vous profitiez de son état pour lui tâter les fesses. Bien sûr que je l'aime, parce que très simplement, pour Rosaura, deux petits seins ont commencé à pousser à son fils Carlos. Et à sa fille Carmencita, par contre, c'est un petit pénis. Et moi dans tout ça? Votre nom de Basilio ou de Marie est tabou dans le système linguistique de Rosaura. Vous me faites rentrer au plus vite, s'il vous plaît. Plus tard, au printemps 68. Mettons, mais si vraiment vous y tenez. J'y tiens, j'y tiens. Ainsi, pour Rosaura qui a trouvé le moyen de désobéir sans être désobéissante, recommencera à obéir sans être obéissante. Elle qui entend chanter les aigles sous le trottoir, entendra les hirondelles gazouiller sous la corniche. Et la journée qui commence pour elle avec la nuit, commencera avec le soleil. Arrêtez, médecin de merde! Vous m'avez donc vraiment pris pour un pas de faire valoir? Vous avez donc vraiment cru pouvoir faire un show devant un pigeon? Voyez comme vous êtes trompé. Guérissez ma femme et fermez-la. Cher médecin de merde, ne me cassez pas les couilles en dansant le ballet brechtien du marxiste amer. Ce que vous faites gloire de savoir avec tant de vanité, moi, je me contente de le savoir. Simplement, vous glapissez votre petite bourgeoisie, tandis que moi, en suivant mon destin, je la vis. Chère famille, nous voilà réunis pour fêter un événement, permettez-moi de le dire, solennel. Une créature rentre dans le monde. Une fille prodigue revient chez son père. Mais tu n'es pas son père. Tais-toi! Que sais-tu des figures de rhétorique? Et pour ta gouverne, je suis aussi son père comme je suis aussi son fils. C'est vrai, Rosaura? Oui, Basilio. Mais revenons à nous. Aujourd'hui est un jour de fête familiale. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends dans la rue des cris, des bruits. Nous ne sommes pas dans la rue, nous, ni sur la place. Nous sommes à l'intérieur de notre maison. Et c'est ici que nous célébrons notre fête, chère belle-sœur. Toi, beau-père Sigismond, débouche le champagne. Il n'y a que dans un monde injuste qu'on peut rire et connaître la joie de vivre. À votre santé. À votre santé. Ah, Rosa aura récupéré. Apporte la coupe et fais ce compliment à ta maman. Merci d'être revenu dans le camp où nous sommes tous contraints de vivre en cherchant les libertés que nous pouvons. Mais il se passe des choses là, dehors. À toi maintenant, Carmencita. Merci d'avoir de nouveau accepté les règles dans lesquelles tu as, contre ta volonté, éduqué ta fille. Elle continuera ta lutte de bourgeoise égarée. À votre santé. À votre santé. Il crie, c'est la chienlit. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Quant à moi, je sais une chose, Rosa Aura. Ce n'est pas l'existence qui est au service de l'histoire, mais au contraire, l'histoire qui est au service de l'existence. Hurrah! Hurrah! Dieu, des coups de feu! Ce sont des coups de fusil! Ils tirent! Ils tuent! Ouvrez, s'il vous plaît! Laissez-moi entrer, s'il vous plaît! Ouvrez! Ils sont en train de défoncer la porte! Qu'est-ce qu'on fait, Basilio? Je vais ouvrir. Allons-nous-en! Merci. Merci de m'avoir ouvert, de m'avoir laissé entrer ici. Voici ma femme, Rosa Aura.
moi je m'appelle Enrique, enchanté. Enchanté. Excusez-moi d'être si peu présentable. Oh, pour moi cela ne fait rien. Mais vous ne vous connaîtriez pas par hasard? Vous êtes regardés du regard de ceux qui se reconnaissent. Puis-je m'asseoir? Je tiens à peine sur mes pieds. Assieds-toi, je t'en prie. Mais oui, sur le canapé de cuir, orgueil de notre maison bourgeoise. Bourgeois, je le suis moi aussi. Alors ceci est un donné pour un rendu, hein. Vous vous moquez de moi? Je ne peux rien vous rétorquer, monsieur, je suis votre hôte. Mais vous pouvez parler, vous. N'est-ce pas, Rosaura, que je ne suis pas fasciste? Effectivement, monsieur Enrique, mon mari n'est pas fasciste. La police m'a poursuivi jusqu'ici. Il tire. J'ai vu quelqu'un tomber. À Barcelone, on est plus habitué aux grèves. C'était une manifestation d'étudiants. Il n'y avait pas d'ouvriers avec vous? Non. Et pourquoi cela? Nous essaierons par la suite de les approcher. Ils veulent se faire courtiser alors? Nous sommes confrontés à eux comme l'étaient les paysans en 1917. De la matière explosive, de la simple matière explosive. Mais que voulez-vous? Tout. Nous refusons tous les pères. Tous? Je comprends qu'on puisse refuser un père propriétaire ou de profession libérale. Mais un père éboueur ou maçon? Cela aussi, Marx l'avait prévu. Eh oui, vivre, c'est contredire les prédictions. Je spiritualisme paternel. En outre, de nouveaux modes de production à l'échelle mondiale créent de nouveaux types d'hommes. Extrême dégénérescence du capitalisme. Oui, de nouveaux types de bourgeois. Et aussi de nouveaux types d'ouvriers. Si les impressions esthétiques ont un sens. Tu n'écoutes pas, Rosaura. C'est un discours fait tout exprès pour toi. Rosaura? Rosaura? Elle dort. Bah, sans doute l'as-tu touchée, toi, cher étudiant. Là où tu ne devais pas la toucher. Et elle, vulnérable à tout. Eh, monsieur Enrique. Monsieur Enrique? Ça alors, il s'est endormi lui aussi. Et comme il a le plaisir à dormir. Ah, les voilà, l'un ici et l'autre là, abandonnés au sommeil du juste. Il y a quelque chose de sinistre dans leur complicité d'endormi. Bien. Faut vraiment que je me décide. Hein. Faire un simple numéro de téléphone? Avertir la police que l'étudiant est ici? Non, non, non. Le commandant de la phalange est peut-être mieux. L'étudiant en question est un délinquant politique. Le porte-parole de Pasolini se présente à vous timidement. Ce n'est que la troisième fois qu'il le fait. Et pourtant, en cet instant, il se sent sombrer au plus profond de la terre, tant sa voix stridente lui paraît résonner, indésirable, étrangère. Toutefois, je ne peux me soustraire à la tâche qui m'a été assignée. Elle fait partie du texte. Revenons donc pour la dernière fois au rituel du théâtre, celui que la bourgeoisie demande et que l'auteur déteste. Dans ces cas-ci, c'est la même aspiration tout ambiguë, obscure et contradictoire que la première fois, qui a poussé l'auteur à imaginer la brève scène qui suit, comme si elle s'est déroulée à l'intérieur d'un document. Plus précisément, une photographie représentant le dortoir d'un camp. La pathétique reconstitution scénique ne comporte aucune nostalgie pour le vieux théâtre, mais utilise le vieux théâtre mélangé à la photographie comme un élément expressif au sens incertain. Toutefois, l'auteur vous prie de devenir, pendant quelques minutes de plus, des spectateurs à l'ancienne. Et de jouir de ce qui a été fait pour votre jouissance. Ici, dans le camp, tout est à sa place. Menainos, Laikos! Dites, Seigneur. Nous sommes vos ordres, Basileus, car toujours, todo como la mandaste, queda effectuado. Comme toujours, à la fin du cycle, on a le code. Le pouvoir qui s'est toujours recréé égal à lui-même s'est recréé cette fois différent de lui. Allez, Menainos, Laikos, allez réveiller cette créature. Néanmoins, éveillez-la avec délicatesse, de peur qu'un réveil trop brusque ne dissipe son rêve. Le moment est venu où elle doit s'en souvenir, savoir où elle était avant d'être ici. D'ailleurs, mes petits policiers, c'est la dernière fois que je vous donne cette charge. Dorénavant, il n'y aura plus d'autre lieu où se souvenir.
Qu'y a-t-il, ma chérie? Parle. Qu'est-ce que tu regardes si fixement devant toi? Basilio, cette fois. Cette fois quoi? Tu as l'œil heureux, le visage rougissant de bonheur. Oui, je suis heureuse, Basilio, heureuse. Cette fois, je me rappelle mon rêve. Mais ce n'est pas tant pour cela que je suis heureuse que pour ce que le rêve m'a dit. Raconte-le! Ma vraie vie ne se déroule pas dans un château, ni dans une tour, ni dans un bordel, ni dans une maison petite bourgeoise. Ma vraie vie se déroule en réalité dans un camp, par un froid ténébreux. Dans la grande salle où je suis enfermée, entre un peu de soleil réfléchi par la neige. À l'extérieur, des chiens aboient. Les SS écoutent les phonographes. Sur les lits, superposés et alignés, les damnés sont étendus, blancs comme du plâtre, sous les couvertures grises de poussière gelée. Ils ont les bras en dehors, abandonnés et leurs maigres bras desséchés. Ils ne peuvent pas soulever leurs crânes lourds et décharnés. Et ils regardent comme des chiens qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent bouger. Ils regardent tous vers un point où apparaîtra peut-être libre et fort celui qui peut les regarder. Et doivent-ils se préparer à l'accueillir? Et dans les orbites où leurs yeux se sont perdus, entre les rangées de dents saillantes, quelque chose d'indicible flotte. Un sourire. Moi aussi, je suis là. Un squelette blanc, sans presque plus de cheveux sur la couche. J'ai les jambes découvertes, menues comme celles d'un fœtus. Elles ne sont grosses qu'au nœud des os des genoux. Je tiens ma joue sans chair contre la toile du traversin où déjà m'ont précédé tant de morts. Je tiens, serré comme un trésor, le peu d'objets qui m'appartiennent. Quelques chiffons, une photographie dans un cadre ancien. Et moi aussi. Les os blancs de mon crâne, je souris. Nous ne sommes plus des hommes, nous n'avons même plus la vie bizarre des animaux. Nous sommes des choses dont seuls les autres peuvent disposer. Nous devons inspirer le dégoût pour pouvoir être utilisés par qui le veut. Il faudra être vif et brave quand on marchera nu entre les barbelés vers le bâtiment où est installé le four crématoire. Il faudra entrer en ordre et éviter les entassements. Il faudra être agile et diligent pour autant que nos petits corps torturés y consentent. C'est l'heure où on attend, et comme n'importe quel jour, le soleil illumine un peu notre grande salle. Tout un après-midi et toute une nuit à vivre. C'est beaucoup, et nous nous préparons à en jouir, sans en parler entre nous. Parce que notre seul interlocuteur, c'est le maître qui a décidé de notre mort. Et chacun d'entre nous est sûr d'en être le favori. Ensuite, peu après, d'un village lointain, les cloches sonnent. Puis, le silence revient. Du soleil subsiste une dernière trace perdue sur les murs rouillés. Le silence se prolonge. À l'heure où d'habitude, les soldats entament leur corps innocent. Il se prolonge une demi-heure, une heure, si vous. Et alors que la dernière trace de lumière ne s'est pas encore dissipée, voici qu'on entend un chant. Mais c'est un chant différent. Ce n'est pas celui des tueurs, Celui des anges, des maîtres. C'est un chant entendu dans l'enfance, quand on était libre, et qu'il y avait des drapeaux rouges sur les mairies. Ce chant se rapproche. Il est de plus en plus distinct. C'est un grand nombre de personnes qui le chantent. Il ressemble à la marée qui avance et peu à peu envahit le camp. Le voilà. Il retentit sous les murs de notre hangar. voilà, enfoncez, les portes s'ouvrent. Et en chantant, entre les ouvriers. Ils ont serré dans leur poing un drapeau rouge avec la faucille et le marteau. Des mitraillettes au point. Ils ont des foulards rouges nous autour du cou. Sur les cols noirs de leurs sarraux. Ils nous apportent des vêtements. Des manteaux, De la nourriture. Voilà. Ils viennent tout près de nous, nous prennent dans leurs bras, embrassent nos visages sans chair, nos chairs contreviennent. Ils nous relèvent, ils nous soutiennent. Comme des frères. Ils nous donnent des vêtements, Nous aident à nous habiller. nous offrent la nourriture à manger. nous versent du vent dans des gourdes. Ils boivent et trinquent avec nous. Et si les larmes nous viennent aux yeux, Ils pleurent eux aussi avec nous, de joie, et recommencent à nous embrasser. Vous êtes libres. Nous répétît comme si nous n'étions plus en état de comprendre ces mots. vous êtes libres. Un très beau rêve, Rosaura. Vraiment, un très beau rêve. Mais je pense, et c'est mon devoir de le dire, que justement, c'est à ce moment que la vraie tragédie commence. Parce que,
de tous les rêves que tu as fait ou que tu feras, on peut dire qu'ils auraient pu être aussi la réalité. Mais quant à celui des ouvriers, il n'y a pas de doute. Ils ne reviendront pas. C'est un rêve, rien d'autre qu'un rêve.